Quand j'évoque certaines problématiques, certains enjeux, c'est pas moi qui suis en train de phosphorer et de fantasmer, c'est effectivement l'univers qui sera le nôtre demain. J'ai le plaisir d'inviter à notre tribune, mais c'est déjà fait, Madame Marie-Guite Dufay, donc présidente du Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, et qui est également présidente de la commission santé des régions de France. Et donc, elle est entourée par nos deux animateurs, mais je crois que vous avez un propos liminaire. Et donc, je vous laisserai peut-être ici, c'est comme vous voulez, prendre la parole. Et si nécessaire, puisque nous avons 30 minutes, si nécessaire, nos animateurs vous aideront à rebondir. C'est comme vous le voulez, vous préférez intervenir du fauteuil ou d'ici, c'est comme vous le souhaitez. Oh, je pense que le plus simple et le mieux, c'est le fauteuil. Surtout que je n'ai pas une parole d'autorité en matière de santé. Et il me semble que le pupitre ne serait pas tout à fait adapté. Hein. Merci. Écoutez, j'ai répondu à l'invitation de la présidente pour un temps un peu de pause, je crois, de récréation entre les deux tables rondes que vous venez d'avoir sur des sujets extrêmement précis, et puis ensuite l'intervention du ministre. Et donc vous sollicitez la présidente que je suis, en gros, pour que je vous dise pourquoi les régions arrivent sur le domaine de la santé. Hein. La santé ne fait absolument pas partie du domaine d'intervention des régions, des conseils régionaux. Nous avons un certain nombre de compétences, certes fort mal connues de nos concitoyens, hein, compétences en matière économique, compétences sur les lycées, compétences sur l'aménagement du territoire, mais nous n'avons pas de compétences sur la santé. Quand on dit compétences, c'est que la loi, effectivement, confère à telle collectivité le soin d'exercer à la place de l'État telle compétence, donc, et derrière lui donne des moyens. Sauf les formations. Alors, tel n'est pas le cas sur la santé. Mais effectivement, nous avons un certain nombre de leviers, néanmoins, qui nous amènent sur ce terrain. Nous les avions avant la crise. Non, mais nous les avions avant la crise que nous venons de connaître. Et le fait est que c'est quand même la crise qu'on vient de connaître qui a amené dans le débat public la question de la place des régions dans le système de santé. Tout cela parce qu'on a peut-être été un peu tonitruant, en tout cas en matière, je ne sais pas comment faut-il dire, hein, parce que moi, depuis ma région, je n'ai jamais eu le sentiment ou l'envie de faire un travail de communication sur ce sujet. J'ai surtout eu envie de servir mes concitoyens. Mais pendant la crise, la question de l'approvisionnement en équipement, quand au début de la crise, nous en étions totalement dépourvus partout, à tous les échelons, État, département, région, ARS. Hein, tout d'un coup, on a vu les régions qu'on ne voyait jamais sur ce terrain-là s'emparer de ce sujet. Et en fait, les régions, par rapport à la question de l'approvisionnement en masques, elles se sont emparées de ce sujet. Il me semble, hein, probablement je ne suis pas à part, mais probablement parce que sur le terrain économique, nous avions des relations facilitées avec le monde de la fabrication des masques, le monde industriel. C'est-à-dire que pour avoir accès à des fabricants de masques qui étaient tous en Asie, il fallait se mettre en relation avec des importateurs, il fallait être en contact avec des entreprises. Et c'est le domaine de l'entrepreneuriat qui est un domaine qui nous est beaucoup plus familier, à nous les régions, que le domaine de la santé, qui nous a amené peu ou prou à trouver des filons, des filières où nous avons pu, dans un premier temps, agir de façon plus rapide, plus agile que l'État.
sur ce sujet, et d'autant plus que nous nous sommes mis aussi en lien les uns les autres pour pouvoir travailler ensemble et être efficaces. Alors a surgi ce sujet des masques jusqu'à un point un peu exacerbé, puisque je pense que j'ai été à la tête d'une région qui non seulement a commandé des masques et les a vus presque arriver sur son territoire en premier, mais qui se les a vus subtilisés de la même façon sur le tarmac de l'aéroport de Bâle, par l'État qui en avait besoin et qui, effectivement, les a utilisés, et pour la bonne cause, puisque c'était en région Grand Est qui en avait énormément besoin. Nous en avions autant besoin parce qu'une partie du Nord-Franche-Comté est totalement limitrophe de Grand Est et nous étions touchés de la même façon. Mais l'État, disons que là où l'État a un tout petit peu manqué d'à propos à ce moment-là, c'est de ne pas me prévenir. Ça faisait des semaines que je travaillais sur ce sujet, j'étais heureuse, enfin, les masques arrivaient, puis je les vois passer sans explication, sans rien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir de là, tout d'un coup, effectivement, cette question de la place de la région s'est posée. Et nous avons, sur la question de la santé, des leviers. Mais nous les avions avant la crise. Ce n'est pas la crise qui nous les a donnés. Alors, vous faisiez allusion à la formation. Vous avez raison. C'est d'abord le premier levier, et qui nous a renvoyé, d'ailleurs, à des choses extrêmement pratiques au moment de la crise, parce que nous avons la compétence en matière de formation sanitaire et sociale. Formation sanitaire et sociale, ça veut dire donc former les infirmières, les auxiliaires de puéricultrices, les auxiliaires de soins, les ambulanciers, toutes les formations, les kinés, un ensemble de formations sanitaires et sociales. Nous avons la responsabilité d'assurer le fonctionnement des établissements de formation, d'assurer le paiement des bourses pour ceux qui ont besoin de bourses, le paiement, la rémunération des stagiaires pour ceux qui sont demandeurs d'emploi, parce que ces formations s'adressent à des jeunes en formation initiale, mais aussi à des demandeurs d'emploi, mais aussi à des personnes en reclassement, et donc en formation continue. Donc c'est pas rien. Et on a bien vu, au moment de la crise, cette question aussi des personnes formées, réquisitionnées, quand même, si je peux dire, même si mon terme est un petit peu violent, par les hôpitaux, et qui, en cours de formation, se voyaient effectivement happées par les hôpitaux, tout en n'ayant absolument pas la moindre rémunération, alors qu'elles étaient amenées à contribuer à l'effort de guerre sanitaire pendant la crise. Et donc là aussi, les régions, peut-être pas toutes, mais certaines régions, ont pris les devants pour dire qu'il n'était absolument pas normal et qu'il fallait absolument que ces personnes soient rémunérées. Et qu'est-ce qu'on a fait dans un premier temps ? Personne n'avait prévu leur rémunération, mais nous non plus. Ça fait rien, on a voté des enveloppes pour la rémunération de ces personnes. Et puis dans un deuxième temps, puisque le deuxième confinement est arrivé, la question s'est reposée, mais là, l'État a été un petit peu plus à la manœuvre, puisque avec l'ARS, nous avons pu conventionner pour prendre en charge le financement de ces périodes en hôpital. Et puis après est arrivée la question de oui, mais il faut en former plus. Ah oui, il faut en former plus, ça s'appelle les quotas, donc il faut augmenter les quotas. À qui on s'adresse là ? On s'adresse aux régions. Puis là se posent plein de questions, parce que moi, j'ai fait partie des régions archi-volontaires pour que, oui, il y a un besoin, la loi nous a conféré cette compétence, donc il faut y aller. Oui, sauf que quand j'ai interrogé les IFSI, les établissements de soins infirmiers, beaucoup m'ont dit, oui, mais on va les mettre où ? On va les mettre où ? Donc il y a quand même une question de pousser les murs, et peut-être d'envisager des travaux. Alors ça, le système de décentralisation dans notre pays est absolument extraordinaire. C'est-à-dire que nous avons la compétence pour le financement de la formation de ces personnels-là, mais nous n'avons pas de compétences en matière d'investissement. Quand je dis que nous n'avons pas la compétence, c'est-à-dire que nous n'avons pas de financement, nous n'avons pas d'enveloppe dédiée par l'État pour pousser les murs. Néanmoins, il faut les pousser.
Voilà, alors on assure ou on n'assure pas. Moi, je fais partie des régions qui assurent et qui sont volontaires là-dessus. Enfin, simplement, il faut le payer aussi après cela. Et puis, autre sujet qui se pose, c'est la formation. Alors, ces formations auxquelles je fais allusion, vous le savez mieux que moi, tous les uns et les autres, qui connaissez le domaine bien mieux que moi, ce sont des formations qui sont de plus en plus universitarisées. C'est-à-dire qu'elles dépendent de plus en plus de l'université. Donc, on passe du statut hospitalier au statut universitaire. Les formateurs de ces formations-là, eh bien, sont amenés à devenir plutôt sous statut universitaire que sous statut hospitalier. Donc, ils perdent une partie de leur rémunération. Qui c'est qui compense? Ah, ça, c'est pas du tout prévu. Donc, une chose de plus qui... voilà, les régions ont qu'à faire puisqu'elles ont la compétence. Donc, nous avons à la fois la compétence et nous nous heurtons à des trous en matière, effectivement, d'organisation de la décentralisation. Et puis, je dirais que là, sur la formation, il y a un sujet beaucoup plus violent qui se pose. C'est qu'il nous est demandé d'augmenter les quotas, de former de plus en plus de personnel, notamment d'infirmières, d'auxiliaires de soins, d'auxiliaires sanitaires. Oui, mais pourquoi assiste-t-on à un tel turnover? C'est-à-dire qu'on nous demande de former, et on voit bien qu'il y a un certain nombre de ces personnes que l'on forme qui, très rapidement, abandonnent les formations qu'elles ont, soit qu'elles ont entamées, ne vont pas jusqu'au bout, ou après, une fois qu'elles ont trouvé un premier poste, eh bien, arrêtent aussi. Alors on nous demande de continuer à reformer. Et je me dis là qu'il y a vraiment un dialogue à avoir. Et pour poser les choses en termes politiques, et le directeur de l'ARS qui est ici présent et avec lequel on a un dialogue totalement fluide et intelligent et intéressant, il le sait très très bien. On ne peut pas continuer à nous dire de sans arrêt former, puis ne pas se poser la question, effectivement, de comment on fait pour les retenir, ces personnels-là. Alors ça, c'est une question à laquelle la réponse ne nous appartient pas, mais il faut vraiment qu'on la travaille ensemble. Et donc, les régions de France qui se sont constituées, maintenant qu'un nouveau mandat des régions est en cours, en commission au sein de notre association des régions de France, on a institué une commission santé qui n'existait pas auparavant. C'est quand même un des sujets là qu'il faut que l'on pose de façon très, très politique, parce que nous, on travaille sur un levier de développement de ces professionnels. C'est la formation, c'est les bâtiments qui vont avec, c'est la rémunération, très bien. On peut être volontariste et puis faire le maximum. Mais si à côté, tout ce qui concerne les conditions de travail, les conditions de rémunération, enfin tout ce qui va avec, l'organisation qui est derrière ne suit pas, c'est un tonneau des Danaïdes, mais vous connaissez mieux le sujet que nous qui finalement le découvrons là maintenant. Donc, premier levier d'intervention pour les régions, la formation, on y reviendra sûrement si vous avez des questions. Mais je voulais vous dire très rapidement qu'on a d'autres leviers qui sont plus indirects, mais néanmoins extrêmement importants. Les régions ont une compétence forte en matière de développement économique. Ça, c'est incontestable. Dans notre système décentralisé et institutionnel très compliqué, il y a 2 niveaux de collectivités qui ont la compétence en matière économique. Ce sont les EPCI, donc les communautés de communes, les agglomérations, et les régions. On accompagne les entreprises, et à ce titre-là, de plus en plus, l'industrie de la santé est un secteur dans lequel on est très, très investi. Et on y investit non seulement pour financer des équipements. Alors, entre parenthèses, la crise nous a amené à affecter aux hôpitaux, grâce aux fonds européens, des financements intéressants pour des équipements. Mais au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est la contribution en matière de recherche. Et tout à l'heure, j'entendais parler de la question des biomédicaments, des bio-innovations et de la difficulté pour les start-up de la santé de franchir un certain nombre de caps. Et là, la région a un rôle majeur parce qu'on intervient pour que le chercheur
devienne un start-upper, si je puis dire, hein, voilà, mène à bien son projet de start-up en l'accompagnant sur le fait de lui fournir des fonds propres, hein, et on a des outils de fonds propres à notre disposition, hein, que l'on travaille dans un esprit public-privé. Hein. Il y a à la fois de l'argent public qui vient de la région, qui vient aussi de la Banque des territoires, puis il y a de l'argent privé qui vient des banques. Tout cela forme des fonds d'investissement qui nous permettent d'aider une start-up à sortir du domaine de la recherche, à devenir une start-up. Mais après, il faut qu'elle arrive à déboucher sur l'industrialisation de son procédé, et il faut tout faire pour qu'elle ne soit pas happée par des capitaux étrangers qui font que la start-up qui est née à Besançon, elle va se retrouver au Canada. Et donc là, nous, attachés au développement économique de notre territoire, on travaille cela. Hier, ça vous montre quand même le rôle des régions dans ce processus. J'étais à un petit événement absolument plein d'émotions, parce que je participais à l'inauguration des locaux d'une start-up devenue toute petite entreprise dans un domaine particulier, puisqu'elle a inventé un processus pour un procédé, une coque, hein, qui permet de remplacer les pansements pour les cicatrisations. Cicatrisations, des grandes plaies, des grandes brûlures. Et donc cette coque, elle fait en sorte qu'il n'y a plus de pansements qui sont mis sur la peau, et elle accélère de plus de moitié le temps de traitement. Donc, il commence à avoir 80 hôpitaux en ligne de mire dans toute la France, mais ça fait 12 ans qu'il travaille à cela. 12 ans de lutte pour vraiment arriver à s'imposer, arriver à trouver les financements et à traverser ce qu'on appelle le couloir de la vallée de la mort pour des entreprises qui ont besoin de financement, de fonds propres. Lesquels fonds propres ne viennent pas facilement, parce que quand on démarre, on ne peut pas prouver tout de suite la rentabilité et l'absence de risque. Et il faut prendre des risques. Eh bien, la région, elle est là pour faciliter cette prise de risque, parce que quand on arrive dans un plan de table, eh bien souvent, ça déclenche d'autres financements. Et donc là, ça permet l'avancée de ces entreprises. Alors, dernière chose, il y aurait plein de choses que je pourrais dire encore, mais il y a un sujet qui s'impose à toutes les régions, qui dans notre région est très très prégnant, la Bourgogne-Franche-Comté, parce que on est une région rurale, c'est la question du manque de médecins. Hein. On manque de médecins en milieu rural, de plus en plus aussi dans des quartiers, hein, des villes. Et donc, depuis 10 ans, 12 ans, nous menons, et en lien étroit avec l'Agence régionale de santé, un travail autour des maisons pluridisciplinaires de santé. Et je pense que nous pouvons nous honorer d'un taux important de ces maisons pluridisciplinaires qui permettent de renouveler la pratique du médecin, la présence du médecin sur le territoire. Mais il en faut encore plus, il nous faut accélérer. Et je pense qu'il faut que l'on arrive aussi à faire de ces lieux, qui sont des lieux très très intéressants, des lieux de prévention, pas simplement des lieux de soins primaires, mais des lieux de prévention, et puis des lieux où les usagers soient vraiment associés au fonctionnement de ces maisons pluridisciplinaires de santé. Bon, là, nous sommes volontaires pour y mettre des financements, pour les pousser, et donc en lien avec les médecins qui sont dans les fédérations de maisons de santé. Je pense qu'on dispose d'un outil qui peut nous permettre aussi, en faisant en sorte que les médecins à l'intérieur de ces maisons de santé puissent être maîtres de stage, qu'ils puissent accueillir des jeunes internes qui viennent mettre un premier pas à l'étrier en zone rurale. Et donc, nous allons de plus en plus conditionner nos financements, tout en les poussant quantitativement, au fait d'aller dans ces directions. Accueil de stagiaires, prévention, mise dans le coup des usagers. Donc, pour dire, et ça, bon, on n'a pas de compétences pour cela. Les financements ne viennent pas, effectivement, d'une ligne du projet de loi de finances pour cela. Mais en même temps, responsable du développement de notre territoire, de l'aménagement du territoire, comment peut-on imaginer que la question de la démographie médicale ne soit pas une question prégnante, quoi ?
Si je peux me permettre, pour compléter votre question, il y a plusieurs choses qui sont très intéressantes. C'est vrai que moi, je suis de Bourgogne, donc ça m'est plus facile d'avoir et conseiller municipal. Un vrai ancrage dans un milieu rural de 150 habitants. L'attractivité la santé, c'est l'attractivité du territoire. C'est aussi l'attractivité du territoire. C'est aussi le fait de pouvoir dire à des familles, à des gens qui font leurs études au lycée de Châtillon-sur-Seine et qui vont avoir un bac C, S, pardon, excusez-moi, parce que j'ai dépassé la soixantaine, donc j'ai encore eu un bac C, moi, mais un bac S, on va leur donner la même chance, par exemple, que quelqu'un qui a fait ses études à Carnot, à Dijon. Or, je suis désolé, mais un étudiant ou un lycéen qui fait ses études à Châtillon-sur-Seine et un étudiant qui fait ses études à Carnot n'ont pas du tout le même écosystème, la même possibilité de s'impliquer dans la culture et tout ça. Donc, il y a vraiment, je crois, au niveau de la région et au niveau des territoires, il y a des choses à inventer. L'attractivité du territoire, ça va permettre de remettre des familles, de remettre des entreprises. C'est aussi important que le fait de ne pas nous supprimer un train à Montbard. Je vous dis ça en passant parce que c'est un phénomène personnel, mais c'est très important pour que les gens puissent continuer à vivre. Et donc la santé là-dessus, c'est la possibilité d'injecter au sein des territoires, en particulier quand on est élu local, des projets nouveaux, de donner des espérances de développement à des jeunes garçons et des jeunes filles qui vont penser autre chose, penser d'ailleurs les métiers autrement. Nous, il nous semble, avec Benoît, parce qu'on travaille dans différents groupes de réflexion, que vous avez un rôle essentiel, par exemple, pour faire bouger les professions, comme la profession d'infirmière. Ce qu'on appelle les IPA, les infirmières de pratique avancée, ne sont pas encore promues à la hauteur de ce qu'elles devraient faire. Et elles pourraient faire des choses absolument magnifiques, alors même qu'on a... Désolé pour Jean-Paul et pour mes confrères, parce que je suis aussi médecin, mais... on n'a pas forcément besoin de temps médical. On a besoin d'un temps sanitaire, mais pas forcément d'un temps médical. Et donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être utilisées par la région, en particulier les contrats locaux de santé, qu'on peut joindre avec les contrats locaux de développement agricole, dans une perspective qui soit One Health. Il y a des choses comme ça. Comment vous vous positionnez? Est-ce que c'est la santé du cure? Est-ce que c'est la santé du care? C'est-à-dire une santé beaucoup plus large, ou est-ce qu'on est simplement centré sur des objectifs qui sont des objectifs de soins? Je viens tout à l'heure de vous dire le contraire, puisque je vous ai dit que je souhaitais que les maisons de santé que l'on pousse, les maisons de santé pluridisciplinaires, et quand même on est probablement la région la plus avancée dans ce domaine-là, pour moi je souhaitais qu'elles ne soient pas simplement sur le soin, mais aussi sur la prévention et sur l'éducation aux soins. Ça me semble effectivement très très important. Pour nous, qui passons, nous régions, nous passons des contrats avec tous les territoires pour les accompagner dans leurs projets. Et donc, pour leur amener des financements, on établit des objectifs que l'on partage avec ces territoires. Et la question de la santé fait toujours partie on se fixe 3 objectifs. Obligatoirement, la question de la santé en fait partie. Pour voir comment, au-delà du fait de financer une maison de santé, on peut aussi aider une collectivité qui se prend en main parce qu'elle imagine un accueil sur son territoire pour des futurs médecins ou des étudiants en médecine qui ne trouvent pas à être forcément accueillis correctement pendant le temps de leur stage. Et donc ça, de plus en plus, il y a des projets comme ça qui se mettent en place, et la région est là pour les accompagner, bien entendu. Et ça, il faut qu'il y ait un dialogue plus important, et c'est pour ça que moi j'en appelle aussi à un dialogue avec les usagers au sein des maisons pluridisciplinaires de santé. Madame la Présidente, je vais compléter un tout petit peu la question d'Olivier. Peut-être une question un peu plus politique au sens institutionnel du terme. Bon, vous disiez que la région, et c'est une réalité, n'a pas de compétences aujourd'hui institutionnelles. Bon, j'ai connu, moi, un temps au tout début des ARH où certaines régions s'étaient investies assez fortement un peu dans ce que vous dites déjà, c'est-à-dire dans du matériel, dans de l'investissement. Mais bon, il y a eu plusieurs rapports. Moi, j'ai participé de près à un rapport en 2005 sur décentraliser la santé en 2025. Je vous l'enverrai d'ailleurs, parce que vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui se sont faites comme les ARS. Mais demain, on vous propose de présider
l'ARS, le conseil de surveillance de l'ARS, dont M. Pribil est directeur général. Qu'est-ce que vous en dites et est-ce que ce serait votre place? Je ne suis pas sûre. On a d'excellentes relations avec le directeur de l'ARS. Je ne suis pas sûre qu'elle serait améliorée parce qu'on co-présiderait, donc déjà. Et puis après, je pense qu'on se situerait sur un terrain qui n'est pas forcément le nôtre. Cette question de gouvernance, je la sens agiter beaucoup de régions, effectivement. Pour moi, je suis beaucoup plus pratique et opérationnelle. Alors, soyons. Je ne suis pas sûre que c'est une question de gouvernance qui nous permette d'avancer davantage. Parce qu'il faut quand même rester humble. Co-présider l'instance de l'ARS, c'est quand même se mettre sur des terrains qui ne sont pas les nôtres, à nous régions. Que l'on soit davantage associé au sein d'un conseil d'administration qui prenne la place d'un conseil de surveillance de l'ARS, ça oui. De là à co-présider... D'accord. Une autre question qui est parue, qui revient souvent, enfin, dans certains cercles, c'est de dire pourquoi on ne fait pas pour les hôpitaux ou pour ce qu'on fait pour les lycées. C'est-à-dire que, par exemple, on confie l'investissement notamment aux régions. Et ça, vous dites quoi ? Écoutez, la question s'est jamais posée. On a déjà assez avec les lycées, où on s'en sort pas du tonneau de Danaïde que représentent les lycées en matière de modernisation, de mise en accessibilité, de efficacité thermique partout. Là, non, je le revendique pas du tout. Et si on vous le donnait Enfin, si on vous le donnait, si on le confiait. Non, mais bon. Écoutez, moi, je pense la région. La collectivité régionale, c'est une collectivité qui a pour objectif d'amener du mieux-être aux concitoyens d'un territoire. Ça passe par des compétences en matière notamment de développement économique. Et je pense que de plus en plus, la question de la disponibilité en médecins, elle est indispensable. C'est-à-dire que nous nous battons pour l'attractivité de nos territoires urbains, de nos territoires ruraux, de l'attractivité. Or, aujourd'hui, peut-on parler d'attractivité quand il n'y a pas les médecins ou le personnel paramédical à disposition? C'est le sujet numéro 1. C'est vraiment celui-là sur lequel il faut se battre. Et il faut qu'on travaille dans un esprit de coopération, de coordination, puisque c'est un terme que vous aimez bien, et quand vous parlez de coordination entre toutes vos professions, mais là c'est pareil, il faut qu'on se coordonne entre nos compétences, et c'est le cas de ce qui se fait dans les contrats locaux de sécurité, où je pense qu'il faut que les régions soient beaucoup plus présentes. Oui. Ah oui, exactement. Ça je pense, oui. Je suis complètement d'accord avec vous, mais je crois qu'il y a aussi quelque chose qui est important à prendre en compte, je parle sous le contrôle de Jean-Paul, qui est président d'un syndicat de médecins libéraux, mais je pense que pour Jacqueline c'est pareil. Il y a une très mauvaise connaissance de l'organisation du pays par les professionnels de santé. C'est-à-dire qu'entre les communautés de communes, les prérogatives des départements, les compétences des régions et tout ça, il n'y a pas de connaissance. On n'apprend pas ça en fac de médecine. Ça, c'est quelque chose... Déjà, en fac de médecine, on n'apprend pas ce que c'est que les 3 directions centrales du ministère de la Santé. Donc, vous imaginez bien qu'en plus, s'intéresser à des questions comme... Et donc, là, comment on peut faire pour justement rendre poreux, perméables, ces deux mondes qui sont essentiels l'un à l'autre, la région, son attractivité, la santé et le bien-être de sa population, et faire en sorte que la notion de responsabilité populationnelle que devrait avoir tout professionnel de santé, et là j'inclus tout le monde, les infirmiers, les masseurs kinésithérapeutes, les pharmaciens et les médecins, et les autres professions, puissent arriver à comprendre un projet commun. Comment on peut faire ça ? Écoutez, on aurait pu se dire il y a 15 ans, quand il n'existait aucune maison pluridisciplinaire de santé en France, c'est impossible ça, parce qu'un médecin, il n'a pas été formaté, il n'a pas été formé pour construire une maison pluridisciplinaire de santé. C'est quand même vrai ça. C'est au nom de cela que moi, il y a 15 ans, j'ai pensé qu'effectivement, ça devait être un sujet de politique publique que d'accompagner les médecins en matière d'ingénierie pour qu'ils puissent mettre en place des projets de maisons pluridisciplinaires qui leur permettent d'exercer autrement leur profession et donc d'être présents sur les territoires
d'une autre façon et de faciliter cela. Ça s'est passé par la construction de ces maisons, dont j'ai toujours pensé qu'il ne fallait surtout pas faire l'inverse, c'est-à-dire que des élus se mettent à mettre en place des murs et aillent chercher ensuite des médecins pour les mettre dedans. Non, il fallait que ce soit des projets issus véritablement de médecins et que l'on outille les médecins par rapport à tout ce qui est l'ingénierie d'une maison de santé. On y est arrivé. Donc c'est une question de dialogue. Et après, je pense que la question des différents niveaux, elle peut tout à fait être appréhendée dans ces contrats locaux de santé qui commencent à émerger partout et dans lesquels tous les niveaux de collectivité peuvent se retrouver. D'accord. Il faut dire que vous avez aussi des ambassadeurs comme Michel Serin qui sont des gens qui ont fait un travail fabuleux d'évangélisation sur les maisons de santé. Mais ce n'est pas toutes les régions qui sont comme ça. Oui, mais à partir de ce qui se fait dans une région exemplaire, ça peut, de ce point de vue-là, parce qu'on est exemplaire sur ce sujet-là, on l'est moins sur d'autres. Et donc, l'idée, c'est que ça fasse tache d'huile. Madame, oui. Merci pour cette intervention. Bienvenue. Et on va passer du niveau régional au niveau national.